Bien, bonjour à tous. Je vous remercie en premier lieu pour cette invitation. Alors, contrairement à mes collègues, j'ai été beaucoup moins disciplinée, donc je n'ai pas fait de slides. Je sors de plusieurs années de cabinet de conseil, donc c'est pour ça, je crois que j'ai une aversion à tout ce qui est PowerPoint, graphique et autre chose avec des bullet points. Donc, j'ai fait ça de manière très à l'ancienne, un petit bout de papier avec quelques notes que je ne vais pas savoir relire. Et le fait de devoir tenir 20 minutes, mais mon chrono n'a pas été enclenché, c'est mon signe. Ça veut dire que je vais pouvoir vous saouler toute la nuit à parler d'industrie et d'usine. Bon, commençons sur le sujet. Il ne vous aura pas échappé que l'industrie, elle est revenue au cœur du débat public depuis mars 2020. On en a parlé avant, en 2008-2009, avec les États généraux de l'industrie, sur la période 2012-2014, avec le ministère du redressement productif, dont M. Montebourg vous parlera. Mais il y a eu une prise de conscience collective en 2020, à la faveur de la pandémie, que nous étions dans une situation de dépendance sur le plan industriel et sur le plan numérique en France. Et cette question de l'indépendance, de la souveraineté, elle se maintient dans le débat politique et public à la faveur d'événements géopolitiques qui illustrent la complexité du monde. Et quand dans les années 90, on avait la théorie sur la fin de l'histoire, la croyance qu'il n'y aurait plus de conflits, et notamment dans le monde occidental, on se rend compte qu'on est dans une situation où toutes les nations ont envie de renforcer leur base industrielle, à la fois pour des questions d'indépendance, de souveraineté, mais aussi de création d'emplois et donc de redonner du pouvoir d'achat aux classes moyennes. Et ça, c'est toute la politique de Biden. Quand je dis c'est le monde entier, c'est vraiment important d'en prendre conscience. C'est-à-dire que d'un point de vue franco-français, on se dit on veut réindustrialiser. Peut-être qu'on a le sentiment d'être les seuls pays à voir le faire. Alors ce qui est une réalité, c'est que la France est un des pays les plus désindustrialisés de l'Union européenne et de la zone euro. Donc elle est bien dans une politique de réindustrialisation, quand d'autres pays en Europe seraient dans une politique de consolidation de la base industrielle. Et c'est particulièrement important de les garder en tête à l'échelon européen, où nous souffrons très fortement d'un déficit de coopération. C'est que quand vous avez 27 pays qui décident d'avoir une politique de réindustrialisation, de renforcement de leur base industrielle, eh bien, sans coordination des politiques publiques, sans vision européenne de ce que vous voulez construire, vous risquez d'arriver dans un phénomène de surcapacité de production industrielle. On sait que dans certains domaines, on a déjà une forte capacité de production européenne, mais quand vous regardez tout ce qui se passe sur les gigafactories, par exemple, on peut craindre que demain, eh bien, il y ait trop de capacité de production en Europe, et comme nous sommes dans un continent qui ne maîtrise pas la gestion des rapports de force, et donc qui n'est pas capable de rééquilibrer des rapports de force pour des questions sociales, environnementales, etc., eh bien, cette surcapacité européenne et aussi mondiale se fasse dans un détricotage de ce qu'on aura reconstruit au nom du réarmement industriel de l'Europe. L'industrie, donc quand on part en France, on vous parle de réindustrialisation, c'est parce qu'on a connu une vague de désindustrialisation. La désindustrialisation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir un rétrécissement du poids de l'industrie dans le PIB et de la destruction d'emplois industriels. On peut la considérer à l'échelle d'un territoire, d'un pays ou d'un continent, si on le souhaite. Et dans la désindustrialisation, il y a eu 3 phénomènes qu'ils sont intéressants de comprendre parce qu'ils n'ont pas tous exactement les mêmes logiques. Le premier, c'est qu'on a eu l'externalisation de certaines tâches qui étaient concentrées dans l'industrie avant, c'est-à-dire que quand les grands groupes industriels ont décidé de se repositionner sur leurs activités à cœur de métier, ils ont poussé à l'extérieur de leurs murs un certain nombre d'activités. Donc il y a eu des activités industrielles qui restent considérées comme des activités industrielles, mais il y a aussi un certain nombre d'activités de service, tout ce qui va toucher la maintenance, le nettoyage, la restauration, le gardiennage, les activités de bureau d'études, qui avant étaient dans ces activités industrielles, donc captées comme de l'emploi industriel et de la valeur ajoutée industrielle, et qui aujourd'hui sont classifiées dans des services, mais des services qui sont dépendants de l'industrie. L'autre chose qu'on a pu voir dans ces mouvements de désindustrialisation, c'est la délocalisation d'activités. Et quand on a délocalisé des activités, on a délocalisé l'emploi, on a détricoté les écosystèmes productifs nationaux, mais on a aussi délocalisé une partie de notre responsabilité environnementale.
C'est-à-dire que si vous considérez l'empreinte territoriale de la France, vous allez voir que ses émissions carbone diminuent sur la période 90-2022, mais que son empreinte carbone augmente, puisque nous importons des activités qui sont souvent énergivores, émettrices de CO2, mais également parce qu'elles sont produites dans des conditions environnementales et sociales moins disantes que ce qu'on fait sur le territoire français, particulièrement, ou le territoire européen. Et il y a une dernière dynamique qui concerne la désindustrialisation, mais qui va plutôt avoir un impact, une question sur l'emploi, c'est tout ce qui va être gain de productivité, donc qui a induit la destruction d'emplois industriels. Cette vague de désindustrialisation, elle a commencé dans les années 80, donc on est vraiment sur un mouvement de fond avec une accélération fin des années 90 sur la période des années 2000. Fin des années 90, il y a eu des discours sur la société post-industrielle. C'était tous les discours, par exemple, portés par Serge Chourouk, de l'entreprise sans usine. Et on a projeté le mythe d'une société post-industrielle en se disant qu'un pays comme la France, une économie mature, pouvait se positionner sur les tâches en amont et en aval de la production. Et donc la production était réputée moins créatrice de valeur, et donc on l'a poussée d'abord en périphérie de la France, donc plutôt vers les pays d'Europe de l'Est, puis en périphérie de l'Europe, donc en Asie. Ce qu'on a sous-estimé là-dedans, c'est la richesse de la proximité entre lieu de production et lieu de fabrication, enfin lieu d'innovation, pardon. Et donc aujourd'hui, même si nous restons un pays qui est capable d'innover, la réalité, c'est que dans toutes les technologies qui sont clés pour la transition écologique, ce n'est ni la France ni l'Europe qui est dans une position de leader. Batteries pour véhicules électriques, panneaux photovoltaïques, éoliennes, hydrogène, et on pourrait en citer beaucoup d'autres sujets, et même dans des sujets qui ont fait notre richesse comme la santé, nous sommes aujourd'hui en déprise. Parce qu'en perdant les usines, nous avons aussi perdu cette capacité à innover, cette volonté de mettre notre outil industriel au service de la société. On voit par ailleurs, dans le léger rebond industriel qu'on voit depuis quelques mois, c'est que là où l'activité industrielle se fait n'est pas là où l'activité industrielle s'est défaite. C'est ce que disait David en introduction, c'est-à-dire que vous avez l'ouest de la France qui est plutôt dans une dynamique positive en raison des spécialités sectorielles, c'est-à-dire l'aéronautique, le naval, l'agroalimentaire, quand l'est de la France, qui reste encore très fortement dépendant de secteurs qui sont aujourd'hui en déprise, notamment l'automobile, eh bien, continue à avoir de la destruction d'emplois industriels. Et je vous renvoie au cas finalement très récent des fonderies, par exemple, qui sont des sous-traitants de l'automobile, qui ont très fortement souffert et qui vont continuer à souffrir du passage du véhicule thermique au véhicule électrique. Vous allez me dire, mais finalement, quel est l'intérêt de réindustrialiser? Puisque si on a désindustrialisé, qu'on nous a promu la société post-industrielle, ça avait peut-être des vertus, notamment pour un certain nombre de personnes qui ne sont pas, comme moi, adorateurs des usines, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur couleur, et j'ai envie de vous dire, peu importe ce qu'elles émettent, on peut toujours trouver des solutions si on y met un peu d'intelligence. On veut bien consommer très largement, mais on ne veut pas avoir d'usine à proximité. Et derrière ça, c'est peut-être la question de la représentation de ce qu'on a de l'usine. Quand vous tapez usine ou industrie sur votre téléphone pour avoir un émoticône, vous allez voir cette espèce de représentation du machin qui fume. Il y a encore des usines qui sont comme ça, et j'ai envie de vous dire heureusement, parce que ces usines sont le fondement de toutes les autres industries. Il n'y aurait pas tout ce qui nous entoure si nous ne savions pas produire de l'aluminium, de l'acier, faire de la chimie sur notre territoire. Et donc, vouloir faire la chasse à l'industrie lourde, parce que certains les considèrent comme des industries du passé, est une erreur fondamentale, parce que sans industrie lourde, nous n'avons pas d'intrants et nous ne pouvons pas avoir d'autres industries. Donc l'enjeu, c'est de transformer ces industries, mais je reviendrai dessus après. Mais après, l'industrie est extrêmement diffuse. Vous connaissez tous Airbus, Michelin, Safran, Sanofi pour ses réussites pendant le Covid, mais vous connaissez un petit peu moins l'ensemble de leurs sous-traitants. Alors à Paris, il y a assez peu d'industries. En région parisienne, il y en a beaucoup. Il y a des usines, on passe devant, on ne les voit pas, mais dans toute la France, vous avez des activités industrielles. Vous passez devant sans même savoir ce que c'est. Et donc l'industrie, elle est un peu partout,
Et comme elle est un peu partout, elle n'est pas aussi problématique qu'on voudrait le dire. Tout le monde n'a pas un site Céveso devant chez lui. Et les sites Céveso, même s'il y en aura encore, ne sont pas la majorité des sites qu'on verra dans le cadre d'une politique de réindustrialisation. Donc il faut casser l'image de ce qu'est l'industrie, se dire qu'elle est très diverse, qu'elle est implantée partout. Il y a une usine qui s'est créée il y a très récemment en Île-de-France. Je vous invite à regarder ce qu'elle fait. C'est CoreWave qui fait des solutions médicales. Et nous sommes dans une usine qui est dans une zone à forte concentration urbaine. Et d'ailleurs, dans la réindustrialisation, au regard de la plus forte automatisation des sites industriels, de l'évolution, la structure des compétences qu'on peut avoir dans les usines, eh bien on peut se dire que naturellement, l'industrie pourrait être plus attirée par des métropoles pour l'accès aux compétences. Et paradoxalement, l'industrie, parce qu'elle a besoin de place et d'un foncier pas très cher, eh bien on pourrait l'avoir dans des zones à faible densité urbaine. Et donc il y a un équilibre à trouver, et derrière cet équilibre, c'est la question de l'aménagement du territoire, la question des infrastructures, la question du logement, de l'accès aux ressources et bien d'autres sujets. Mais si j'en reviens à pourquoi réindustrialiser, il y a quatre sujets fondamentaux. Un, la souveraineté. Alors, bien entendu, la souveraineté, ça renvoie, on parlait de qu'est-ce qu'un métier essentiel, c'est qu'est-ce qu'un bien essentiel. Je vous renvoie aux 50 études qu'on a fait en France, où on a 50 listes d'actifs différents. On a mis 2 ans à faire une liste sur le médicament. Et je sais que la Direction générale des entreprises a travaillé très dur pour arriver à cette liste. Mais aujourd'hui, si je vous interroge tous sur qu'est-ce qu'un bien essentiel, vous allez voir qu'on va se marrer. Et d'ailleurs, c'est un sujet très intéressant parce que à l'heure du réchauffement climatique, ce qu'il est essentiel de produire et ce à quoi il faut renoncer pour des questions climatiques nous promet de beaux débats de société. La deuxième chose, c'est la question de la cohésion sociale et territoriale. L'industrie, elle crée des emplois directs, elle génère des emplois indirects chez ses sous-traitants, des sous-traitants dans l'industrie ou dans les services, et elle a tous les emplois induits qui vont être liés à la consommation et à la fiscalité de ces emplois. Alors, il y a un ratio qui dit, en général, un emploi direct dans l'industrie, c'est 3 emplois indirects. Ce ratio n'est pas totalement juste, mais il y a une capacité d'entraînement de l'industrie dans les écosystèmes qui est plus forte, et une capacité de l'industrie à s'implanter partout qui est intéressante. Et surtout, il y a un dernier point qui est intéressant dans l'industrie, c'est quand vous allez dans une usine, vous avez plus que n'importe quelle autre activité, une diversité de profils, d'histoire et de parcours. Quand vous allez dans une industrie, vous avez des gens qui n'ont pas de diplôme, vous avez des gens qui sont très diplômés. Et tous ces gens travaillent ensemble, concourent chaque jour à atteindre les objectifs de l'entreprise. Quand vous êtes dans une activité de service, que ce soit des bureaux d'études, les métiers bancaires, les sociétés de conseil, vous n'avez pas cette diversité d'origine, de parcours. Et donc l'industrie, c'est une mini-représentation de la société et c'est quelque chose qui peut peut-être permettre, quand on travaille avec un dialogue social intelligent, à réduire des fractures. La troisième chose, c'est l'environnement. Alors quand on dit industrie, on me dit ça n'a aucun rapport avec l'environnement, c'est totalement antinomique. Eh bien, c'est un petit peu faux, pas totalement, mais un petit peu. Quand vous relocalisez la production en France, vous contribuez à baisser les émissions mondiales. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude de l'INSEE qui a été rendue en octobre 2023, donc je vous conseille de la lire, parce que le mix énergétique et les normes environnementales françaises sont mieux disantes qu'ailleurs, et donc ça permet de réduire nos émissions. Mais une fois qu'on a dit ça, ça n'exonère pas d'une réflexion à la fois sur la finalité des produits, et je vous renvoie à la question de qu'est-ce qu'un bien essentiel. Est-ce que à l'heure du réchauffement climatique, on doit continuer à produire tous les produits qu'on fait. Et quand on parle de réindustrialisation, se pose cette question parfois de soutenir des activités qui ne seraient pas compatibles avec nos objectifs environnementaux. Et il y a beaucoup d'autres sujets à aborder quand on parle de réindustrialisation, et je ne m'étendrai pas là-dessus parce que je n'aurai pas le temps, mais on aura sûrement l'occasion d'en reparler après. C'est la question du carbone qui prend toute notre énergie, mais c'est aussi la question de la biodiversité, la question de la pollution microplastique, la question de la gestion des ressources en eau, la question de la gestion des matières premières. Et je sais que certains me diront, mais il suffit de recycler et de réemployer. Oui, il faut recycler, oui, il faut réemployer, mais si vous n'arrivez pas à des taux de recyclage dans un nouveau bien à hauteur de 95%, alors vous continuerez toujours à consommer autant de matières premières vierges, et donc vous ne résoudrez pas le modèle. Donc derrière la question de la réindustrialisation se pose la question de la sobriété, et derrière la question de la sobriété, c'est la question de la soutenabilité du modèle économique des entreprises à l'heure du réchauffement climatique. Et c'est un véritable casse-tête pour les entreprises, un casse-tête de société, parce que derrière, ce sont des questions
d'emploi, des questions de vie. Et donc comment est-ce que collectivement on réussit le pari de la transition. Le dernier sujet, c'est la soutenabilité de notre modèle social, bien entendu. J'ai un copain qui dit, si on avait plus d'industrie, on n'aurait pas de débat sur les retraites. Je vous la fais de manière simplifiée parce qu'il me reste 4 minutes 42 et j'ai encore une page à lire et c'est très compliqué. Et je ne peux pas parler 3 fois plus vite puisque ma mère me dira qu'on ne me comprend pas. L'industrie, on ne peut pas la réduire à un sujet technique. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des politiques qui sont des technos, alors un peu moins maintenant qu'on a Gabriel Attal par rapport à Elisabeth Borne, mais et je ne m'étendrai pas sur le sujet. Sinon, je vais me lancer dans une carrière de one-man show, one-woman show, je pense que... donc l'industrie, on ne peut pas la résumer à un sujet technique. Bien entendu, il y a une dimension extrêmement technique quand vous parlez d'industrie, mais l'industrie, fondamentalement, à l'heure du réchauffement climatique, elle nous confronte au projet de société qu'on veut construire. Et derrière ça, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a beaucoup entendu parler d'industrie, on a parlé de la loi Industrie verte, on a parlé de France 2030, on amène des mesures techniques à un sujet éminemment politique. Et on a besoin d'une vision politique, c'est-à-dire quelqu'un, enfin des gens, pas une personne, parce qu'on n'est pas dans le mythe de l'homme sauveur ou de la femme sauveuse de l'humanité, mais c'est la capacité à porter une vision de transfiguration du monde. Et c'est ça le rôle du politique. Or, le politique aujourd'hui ne pose pas cette question de pourquoi il veut l'industrie, au service de quel projet de société. Et en France, je vais vous dire, vous êtes bien placé pour le savoir, on est quand même un pays où je pense qu'on pourrait chauffer Bercy rien qu'en accumulant tous les rapports qu'on a écrits depuis 50 ans. On a toutes les réponses techniques. Mais une réponse technique, elle n'a pas d'avenir s'il n'y a pas un discours politique pour la mettre en œuvre et la porter. Et derrière cette vision, c'est une approche systémique des enjeux, parce que quand on vous parle d'automobile et de véhicules électriques, le vrai sujet, ce n'est pas le véhicule électrique, c'est la mobilité. Et derrière, il y a des questions de politique industrielle. Comment est-ce que je fais travailler des sous-traitants qui étaient focalisés dans l'automobile demain à apporter des réponses de mobilité, donc à travailler pour le ferroviaire, à travailler pour le bus, le vélo et quoi d'autre. Et tant qu'on a une vision silotée des sujets, et en particulier c'est l'approche qu'on a de l'administration, quand vous allez dans les administrations, notamment la DGE, vous avez chaque service qui est spécialisé. Et je n'ai rien contre la DGE parce que ça fait 2 fois que j'en parle et j'ai des gens que j'aime beaucoup qui y travaillent, donc pas de méprise. Mais quand vous allez voir le bureau A et que vous lui dites « oui, mais moi j'ai besoin d'un renseignement sur le chose », il vous dit « non, c'est le bureau B ». C'est un peu les 12 travaux d'Astérix. Et c'est dommage parce que cette vision systémique, elle est clé. Et derrière cette vision systémique, ça va nous permettre de prioriser les enjeux. Parce que l'optimum de chacun ne fera pas l'optimum collectif. Et quand on parle de transition, on a besoin de faire cette priorisation. Et donc pour faire cette priorisation, il faut qu'on pose le sujet de ce qu'on veut construire. Et c'est une politique aussi d'aménagement du territoire qui est clé, parce que quand vous implantez une usine, l'usine finalement, c'est rien. Je ne vais pas dire qu'on peut mettre une usine partout, parce que l'Adréal ne serait pas contente et d'accord avec cette idée, et ça ne va pas avec la ZAN non plus, mais vous avez des sujets de tension sur les ressources, d'accès aux matières, d'accès à l'eau, d'accès à l'énergie, d'accès à des compétences, d'accès à des infrastructures. Et donc si vous n'avez pas ce raisonnement sur l'aménagement du territoire, vous allez avoir des phénomènes de concentration à certains endroits parce qu'il y a la compétence et il y a la ressource. Donc, des thématiques d'exposition au risque encore plus importantes. Et puis, vous allez avoir des territoires qui vont être un grand vide parce que, du coup, il n'y aura pas eu de politique de développement du territoire. Et donc, une question que ça pose, c'est que le temps politique conduit aujourd'hui beaucoup nos élus à courir après l'élection, alors que l'industrie et les usines et la lutte contre le réchauffement climatique nous obligent à penser le temps long. Et donc on est dans une question de l'opposition de la responsabilité court terme par rapport à une responsabilité long terme. Et il ne vous aura pas échappé que tous ceux qui nous gouvernent, sans faire du jeunisme, ne seront plus vraiment là en 2050, ou en tout cas ils seront en train de sucrer les fraises, donc incapables d'être responsables de quoi que ce soit. Donc il y a un enjeu qui est de poser la question de la planification, comment la planification sort du temps politique, comment on crée finalement presque une inscription dans la Constitution qu'il ferait qu'elle ne pourrait pas être bougée à chaque minute, parce qu'elle va être ce qui va guider nos orientations pour atteindre les objectifs à l'horizon 2050. Quand on vous dit sortir des énergies fossiles,
Moi, ça me fait rire, je ne suis pas du tout contre le fait de sortir des énergies fossiles, mais si on se regarde la manière dont on est habillé, on est déjà à 70% vêtu d'énergie fossile. Tout ce qui nous entoure est lié aux énergies fossiles. Et derrière, il y a des questions d'emploi. Donc si vous voulez sortir des énergies fossiles à l'horizon 2050, si mois par mois, vous n'avez pas une idée de comment vous allez le faire, alors on n'atteindra jamais nos objectifs. Et donc la question de l'industrie, je suis passionnée par l'industrie, donc je vais vous dire qu'il faut mettre des usines presque dans tous les villages. C'est le remplacement d'un clocher. On va faire des clochers-usines, je ne sais pas, on va trouver des choses. Mais c'est un enjeu majeur parce que c'est un sujet de société, c'est un enjeu d'aménagement du territoire. Ça pose la question de notre vision de société. Et la dernière chose que je dirais, c'est que finalement, pourquoi moi j'interviens dans des débats pour vous parler d'une usine à longueur de journée et à faire des blagues pas drôles, c'est pour la simple et bonne raison que j'ai envie de vous dire, saisissez-vous du débat. L'industrie n'est pas un sujet d'industriel, n'est pas qu'un sujet de politique, elle est un sujet de société et on a besoin que tout le monde travaille sur les récits de transformation du monde et agisse pour construire le monde auquel on aspire tous, pour ne pas finir en saucisse cocktail en 2050. J'ai dépassé d'1 minute 09. Je m'en vais. Il y a